La vallée de la Clarée est blottie entre les écrins lavanoises. Elle semble à l'écart du monde. Seuls quelques privilégiés vivent dans ce cadre grandiose. De tout temps, les gens de la vallée ont eu la passion de la chasse en montagne, une passion dévorante que certains hommes apportent avec eux en naissant, sans doute à force de regarder ces montagnes à l'ombre desquelles ils ont vu le jour. Durant la saison de chasse, ils partent alors dans de folles équipées, gravissant des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est la traque au chamois qui est la plus prisée, mais depuis quelque temps, le cerf a fait sa réapparition sur les crêtes. Drôle d'endroit pour découvrir des cerfs, un territoire d'alpage, de profondes vallées et de forêts de mélèzes. C'est en septembre que les hommes ont le plus de chances de le rencontrer. Durant la période du rut, les cerfs se déplacent souvent et se laissent alors surprendre. T'as vu la masse qu'il y avait devant, quoi. C'est celui qui est au premier monde. Ce qui se passe en montagne, c'est que donc au lever du jour, tu as une inversion des températures entre le fond de la vallée et les sommets, et ça entraîne un mouvement des masses d'air en fait qui crée un vent montant depuis le fond de vallée. Et donc c'est vrai qu'à la chasse c'est souvent problématique parce que lorsque tu fais une approche par le bas, les animaux vont te sentir dans la mesure où les émanations vont remonter. Donc c'est pour ça qu'il faut partir très tôt, et surtout lorsqu'on fait une approche montante en fait, pour éviter ce phénomène là. Et après donc une fois que le soleil a réchauffé donc l'air et le sol, et ben ce phénomène est beaucoup moins marqué, donc on est moins embêté. Là ça va aller, là on va être plus tranquille avec vis-à-vis de ce phénomène. Bon, c'est vrai que le cerf c'est quand même un animal qui a une très bonne ouïe, et donc qui repère assez à distance les mouvements et les bruits. Il a une vue aussi qui est bien développée. Alors c'est pour ça que dans des milieux ouverts comme ça, c'est difficile d'approcher les animaux parce qu'on est visible de loin. Et donc il va falloir être très, très patient et prendre le temps pour faire ça comme il faut, quoi. C'est vrai que c'est quand même un drôle de milieu pour aller traquer du cerf, quoi. Ah ben eux, ça leur convient, oui. Puis la tranquillité. Beaucoup de tranquillité. C'est calme pour l'instant, quoi. On va aller voir là-haut. Et là-dedans, on entend, tu vois. Pour avoir un gros mâle, là. Il doit se faire joli pour le rut, là, il se prépare. Ça doit commencer un peu à frotter les bois. Il s'affûte. Là, c'est vrai que c'est quand même très fermé. On aura plus de chance en haut. On a peu de chance de trouver des cerfs là en face de la montagne. Le plus haut en fait, ça doit être ici. Moi je dirais qu'ils sont pas plus hauts que 2000. Maintenant il y a des exceptions. Mais ils sont en lisière des bois. La nuit ils vont dans les champs. Ils vont même jusqu'en bas, dans la rivière. Ils traversent la Clarée. Ils vont de l'autre côté de la vallée. Il y a un comptage qui a été fait au printemps. Et sur la commune il y a à peu près 60 cerfs. Donc c'est peu comparé à d'autres régions. Puis en plaine, c'est plus favorable au cerf. L'hiver, il ne mange pas à sa faim tout l'hiver. A priori, le cerf viendrait d'Italie, du parc du Grand Paradis. Il y a un parc naturel côté italien. Ils partent de là-bas pour venir chez nous. Au départ, ils venaient. Ils repartaient en période de rut, je crois, en Italie. Maintenant, ils s'est installé chez nous. C'est pour ça qu'on a fait, entre parenthèses, que 2 bagues. Mais c'est déjà pas mal pour ce qu'on a. Bon, j'attends de faire bouger les animaux pour les repérer. Faut pas leur faire peur qu'ils partent trop fort. Et comment tu sais certain qu'il faut pas partir trop loin? Je suis certain de rien. Jamais.
c'est souvent. Non, tu pas beaucoup, c'est souvent qu'ils partent loin. Bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est où ça? Où on leur passe à côté sans les faire bouger. Et tu penses que c'est plus créatif qu'un chamois, c'est plus difficile? Déjà, parce qu'il y en a moins. Mais bien sûr que c'est plus créatif qu'un chameau. Chamois, pour moi, enfin, il me semble que c'est une chasse facile. Parce qu'il y en a beaucoup d'une. Et puis on connaît bien les réactions des chameaux. Parce que la réaction du cerf, c'est quoi? C'est de partir très vite. Puis surtout de plus s'arrêter, souvent. Il part pas vite, mais il s'arrête plus tôt. Que le chamois, même si on tire un chamois qu'on le manque, il va s'arrêter. Même avec un coup de carabine, il va partir au coup de carabine. Il fait 50 mètres, il s'arrête. Mais c'est tous les chamois. Et puis les chamois, si on en manque un là, qu'on peut plus retirer, on sait qu'on va en revoir. Un cerf, on n'en voit déjà pas souvent. Si on en manque un là, on sait que la chasse est finie pour la journée. Le cerf a disparu vraisemblablement fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, du fait de la pression de chasse qui était importante à cette époque, où donc on avait à faire à une chasse vivrière et les hommes chassaient pour se nourrir en ces temps-là. Et donc le cerf, c'est vrai, représentait une manne nourricière importante de par sa masse corporelle. Donc ça a été un des premiers à disparaître de ce facteur-là. Depuis les années 60 en Italie, des réintroductions ont eu lieu à partir d'animaux qui ont été préservés dans les chasses seigneuriales, notamment en France ou en Europe de l'Est. Donc les animaux sont capturés, ils sont réimplantés sur ces sites. Donc le cerf va utiliser la montagne au fil des saisons. Il va être en alpage durant la fin du printemps, donc tout l'été et le début de l'automne comme maintenant. Et dès que les premières chutes de neige vont apparaître, il va descendre donc en fond de vallée, gagner les versants exposés au sud, donc les secteurs les plus chauds, où il va pouvoir passer l'hiver en zone d'hivernage sur des espaces beaucoup plus réduits. Il faut savoir que le cerf n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un animal de forêt. La forêt, pour lui en plaine, c'est plus un espace refuge. Donc il s'y accommodé aussi, s'y adapter. Le cerf est quand même un animal très adaptable. Et là, sur les zones de montagne comme ici, il retrouve un peu ses biotopes d'origine. Parce que le cerf, c'est un animal de steppe, qui a un régime alimentaire initial, essentiellement basé sur les herbacées. C'est un brouteur, comme la vache. Le dénombrement du cerf, c'est une science qui est très difficile, très complexe. On ne peut pas exactement donner une densité exacte, mais donc ce qu'on peut dire, c'est que sur la vallée de la Clarée, on a environ 40 à 60 cerfs qui sont installés, donc une petite population qui met longtemps à s'installer et qui peut être chassée maintenant de manière raisonnable. Merde, c'est pas le bon. Il est beaucoup trop gros celui-là. C'est pas le bon bracelet. Nous avons deux classes de mâles à prélever. Les mâles tagués et subadultes et les grands mâles, en fait les mâles adultes. Donc là on a imposé des critères de tir qui sont basés sur la ramure. C'est vrai que chez le cerf, contrairement au chamois, c'est facile de distinguer apparemment et en fonction de la ramure un jeune mâle d'un mâle adulte. Donc là on a imposé à partir de 10 corps à embaume-mûr. Donc ça ce sont les grands mâles adultes qu'on va prélever très peu en fait sur la population, à hauteur d'un maximum de 5% des prélèvements. Par contre on va pouvoir prélever jusqu'à 25-30% de jeunes mâles dont les prélèvements auront moins d'incidence sur la dynamique. Si on veut conserver une structure sociale fonctionnelle pour qu'on ait une reproduction la plus efficace possible, l'accès à la reproduction il est soumis à une certaine compétition entre les mâles. C'est-à-dire que tous les mâles d'une population ne vont pas pouvoir féconder les femelles. Il va y avoir une lutte, donc en période de rut, pour qu'un seul mâle sur une harde ou deux éventuellement arrive à féconder les femelles. Et donc cette lutte elle a lieu à la fois par le brame, donc il y a une démonstration de force, des fois par des combats. Et donc ce sont les plus gros mâles en général, les mâles adultes, qui vont pouvoir se reproduire et qui vont transmettre leurs gènes. Et c'est important dans une population de cerfs de conserver des animaux comme ceci, car c'est eux qui vont assurer la pérennité de la population et qui vont permettre une reproduction efficace.
Si la chasse enlève tous ces grands mâles, il va rester que des mâles subadultes et des jeunes mâles, qui vont tous être prétendants à la reproduction, donc à couvrir les femelles. Et donc en fait, tu vas avoir sur une place de brame une querelle de jeunes mâles qui va être incessante. Et donc du coup, ça retarde la période de reproduction. Et en retardant la période de reproduction, on retarde la date de mise bas. Et donc, si tu veux, les jeunes vont arriver en hiver plus tôt. Enfin, ils seront plus jeunes, donc ils seront plus faibles. Donc en montagne, c'est primordial de garder une structure de population qui soit efficace, donc avec des grands mâles qui vont pouvoir donc avoir, je dirais, permettre une reproduction cadrée avec une mise bas précoce qui permettra d'avoir à l'entrée de l'hiver des jeunes, des faons en pleine forme. Le soir, les hommes aiment se réunir dans les refuges. Ils vivent de nouveau leur journée, racontent leur bonheur d'être ici. Ils parlent de la chasse aux chamois, celle de leur père et de leur grand-père, celle qui les a toujours fait rêver, celle qui est considérée par les gens du pays comme la plus belle des chasses. Là, on va avoir deux sortes de viande. On va avoir filet d'éterlou et le filet de bouc. Donc on pourra bien voir vraiment la différence. Puis bien dénervé, dégraissé, ça va bien. Puis bien souvent aussi, c'est comment la bête est tirée aussi. Ouais. Si elle n'a pas souffert ou n'importe quoi. C'est sûr et certain que si une bête a couru pendant je sais pas combien de temps avec une mauvaise balle, elle crée des toxines, c'est sûr. Ça dépend aussi de la cuisson, parce que des fois le cuisinier rate la cuisson. On ne rappelle pas du lièvre quand même, on les dit. C'était l'idée. Non, mais attendez, là vous déconnez parce que. Écoute, c'est la première fois que je fais ça. Monsieur était pressé. Fois, hein. Et ça, alors je le referai parce que c'est un délice. Et dans le Limousin, ils mangent le lièvre à la broche. Et c'est délicieux. Pas le blanc, hein. Ils ont pas de blanc. Si, non, mais le lièvre blanc ou c'est le même. Non, mais quand il est bien cuit, ça va bien. Bien sûr. Mais là, il a cuit en 20 minutes. Il l'a fait brûler parce que monsieur était pressé, il fallait se coucher, il était fatigué. Donc on a activé le tourne-broche, on a tourné ce truc et il n'a pas assez cuit. Il fallait le faire partir comme tout un gigot à la ficelle, un gibier que tu fais au tourne-broche, il faut le cuire très doucement. Faut pas qu'il vienne fort. 1h30. Hein, voilà, 1h30, 2 heures. 1h30, Il faut juste qu'il prenne de la chaleur et là, arroser, sel, poivre, des herbes, un peu d'ail, et puis c'est un régal. Et j'en referai un lièvre à la broche. Et ça, je te garantis que le lièvre à la broche, tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Ça, c'est du filet. Donc, le filet, en principe, ça se mange saignant. On va dire pour ceux qui n'aiment pas trop, on va dire à point. Et le mieux, c'est de manger saignant. C'est là où on va retrouver tout le goût et le parfum de la viande. Parce que ça, bien cuit, c'est pas dur parce que c'est du beurre, mais on ne retrouve pas le goût de la viande, je veux dire du chamois. Là, c'est du chamois et le truc, c'est d'avoir le goût dans la bouche, vraiment le goût du chamois, du sauvage, quoi. Les hommes sont partis tôt dans la montagne pour une chasse aux chamois. Le ciel est encore noir au-dessus du village. Aucun bruit, aucune lueur n'a encore filtré, mais ils savent que la nuit s'achève. Les hommes sentent que la montagne vit, d'une vie qui n'est pas évoquée seulement par la course des nuages, une vie plus secrète qui se chuchote, racontée par un maigre ébouli, signe que les bêtes n'ont pas encore gagné les sommets. Pour le moment, on voit rien là. Mais ça va pas tarder. On va mettre les gants. Les chamois sont plus sortis le matin. Après, dès qu'il commence à faire soleil un petit peu plus chaud, ils se couchent. Ils sont moins faciles à voir. Ils mangent le matin, ils mangent le soir. Donc c'est plus facile quand ils sont debout pour les regarder comme il faut, quoi. C'est un territoire que tu connais bien? Oui, ici, ouais. Et un des bons endroits de Val-des-Prés, là. Et puis c'est un endroit où c'est relativement clair. Donc on arrive à bien observer. Contrairement en face, là où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de chamois, mais il y a beaucoup d'arbres. Alors, pas toujours facile à tout identifier. On est à peu près à quelle altitude? Là on est 2005.
2500 mètres là par là. Sommet du Chaluet, je crois que c'est 2550, on est à 2005. Ouais. La terre elle est Souple, hein. Ouais, c'est bien. C'est pas roulé de pierre. Il a fait nul. J'ai vu, il y a 2 éterlots sur une chèvre, un chevreau. 2 autres éterlots encore plus loin. Et peut-être une petite chèvre seule. J'ai du mal à identifier. Là. La distance, c'est combien? On va voir un peu là. On va prendre le télémètre, on va regarder. Dessous, il y a une chèvre. Je crois. Ouais, 2 chevreaux, une chèvre après. Une chèvre toute seule dessous, 2 chevreaux dessus. Après, il faut que j'aille où? Tu vois, je veux dire ou non? Tu vois cet arbre tordu là? Eh ben, devant et un peu dessous, il y a une chèvre là. Et après, il y a 2 chevreaux. Une autre à côté de l'arbre. Ouais, d'accord. La 2e chèvre. Ouais, ça a l'air d'être une chèvre. Il y en a un au-dessus, un derrière le rocher. On va aller voir, on en a fait en face d'autres, on va aller voir en face là-bas. Voir un peu ce qui se passe. Ouais, ils sont partis comme la chèvre, doucement à descendre, ils ont filé dessous. Juste avant qu'on arrive là. Je suis pas certain qu'il y ait quelque chose de bon alors. Et une chèvre qui a les cornes au-dessus des oreilles. Ce qu'on appelle un classe 1. Pardon, je dis des bêtises, c'est un classe 2. Le classe 1, c'est celui qui a les cornes au-dessous des oreilles. Ça, il y en avait par contre. Ah, il y en a d'autres. Parce que là, ils vont rester par là. Ils vont se coucher par là. Non. Il y en a de couchés là tout le long. Ils sont déjà couchés. Ben, soi-disant, les statistiques disent qu'il y a 70% de chevreaux qui passent pas l'hiver. C'est pour ça qu'on a des tirs de chevreaux en fin de saison, parce que ça ne nuit pas sur le cheptel, parce qu'il y en a 7/10 qui passeront pas l'hiver, quoi. Il y a beaucoup de neige, il y a peu de nourriture pendant l'hiver, et puis il y a des avalanches, donc un chevreau qui est un peu faible à l'automne, qui n'a pas suffisamment pris de graisse, il a du mal à passer l'hiver. Mais ils sont souvent sur des arêtes, parce que les arêtes sont déneigées, donc ils trouvent un peu à manger sur les arêtes. Avec un petit peu les écorces d'arbres et tout ça, et puis les herbes qui sont sur les arêtes. Des pentes comme on a en face, là, par exemple, sont pratiquement déneigées tout de suite parce qu'elles sont plein sud. Et puis il y a un écoulement qui se fait de la neige dès les premières chutes. Il y a tout de suite des avalanches. Donc ces pentes-là sont déneigées presque tout le temps. Donc ils s'y tiennent, quoi, ils y restent. Parce que déneigés, ils ont toujours de quoi manger. Si on traverse là, ça va tout filer là-bas et ça va tout embarquer. Il faudrait qu'ils aillent un peu se poser, un peu se calmer. C'est surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y en a pas mal au-dessus là. Et si on traverse au-dessus, autant ils embarquent tout. On va traverser en face là, pour aller sur le dôme en face. Et puis après on verra un petit peu si on voit autre chose. Si on voit rien d'autre, on va peut-être essayer de descendre de chaque côté.
voir combien il y a de distance. Là, je pense que ça devrait être bon. À l'arrivée de 107, là, je devrais être mieux là. Impeccable, 187. On va la tirer. Youhou! Elle a roulé. Elle a roulé, elle a roulé. Voilà. Maintenant, on va les constater. Ouais, elle a dû rouler là dans l'axe. Je pense. Là ? Oh ouais, c'est bon, c'est bon. Pas de problème. C'est bon, c'est bon. Avec une seule corne. Et ouais. Vous savez comme elle est ? Elle est fine et droite. Elle est au moins de 5e année. Ouais, 9e année, je dirais. Ouais. Tu l'avais vu depuis longtemps, c'est ça? Ouais, je l'avais pas vu à la chasse, mais je l'ai vu cet été en allant balader avec Patou d'ailleurs. Je savais qu'elle n'avait pas de chevreau. Et le président m'avait dit qu'il y en avait une qui n'avait pas de chevreau, quelqu'un l'avait déjà vu. Mais pas de chevreau, une année ne veut pas dire pas de chevreau l'année d'après. C'est pas obligatoire. Donc là, je l'avais identifié cette année, donc je savais. Mais c'est pas toujours le cas. On est le 12 septembre. Oui, puisqu'hier c'était l'ouverture. Un trou dans la patte arrière droite. Voilà. On serre et un déclic. Voilà. Donne-moi le. La chasse au chamois reste la plus répandue. Elle a les faveurs des montagnards, surtout lorsqu'elle est pratiquée à l'approche, lorsque l'homme déploie ruse contre ruse, patience contre patience, intelligence contre intelligence. Et pour ces hommes, la chasse sera toujours un prétexte à parcourir les crêtes et les combes, à vivre une journée au milieu des sommets.